C'est la fin d'année, l'heure des bilans et rétrospectives, et ça tombe bien, aujourd'hui c'est top 10, je vais revenir sur mes 10 films préférés sortis au cinéma cette année. La semaine dernière, je vous avais présenté les 10 films que j'avais le moins aimés, n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir la vidéo si ce n'est pas déjà fait, et je sais bien que mes choix ont pu en chagriner certains. Alors aujourd'hui, pas d'inquiétude, vraiment ça va être une vidéo positive, une vidéo good vibes. Imaginez-moi comme un croisement entre un bisounours et Jacques Martin de l'école des fans, comme on dit. Personne ne dit ça. Bref, je vais répandre de la gentillesse. Donc sans plus attendre, c'est parti pour mon top 10 2024, mon classement subjectif des meilleurs films de l'année. C'est la première fois que je veux vraiment quelque chose. Je pensais que les humains avaient vraiment peur de la mort. Je vous présente mon petit plaisir, un petit bonbon venu du Québec, Vampire Humaniste. Nous sommes ici devant une comédie d'épouvante, un petit movie, dans laquelle une jeune vampire de seulement 70 ans a un problème, elle ne veut pas tuer pour se nourrir. Alors oui, le film est peut-être un peu gentillet côté frisson et un peu convenu dans son déroulé, mais ça reste un plaisir à regarder. Alors déjà pour le pitch de départ, qui est assez original je trouve, mais aussi pour son ton. C'est un film qui va aborder des sujets lourds, durs, notamment la question de la mort, mais toujours avec une certaine légèreté, avec un mélange d'ironie, de second degré et d'humour noir. Il y a donc un travail sur les dialogues qui est très sympa, un duo principal qui est très attachant aussi, et en disant ça je pense notamment à la petite scène du vinyle qui est terriblement mignonne, et aussi une imagerie qui m'a bien plu avec tous ces jeux lumière et le petit côté rétro film classique de vampire. Bref, c'est un film très sympathique à voir, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Will forever be the greatest family in the history of wrestling. Alors tous ceux qui avaient encore en tête l'image de Zac Efron dans High School Musical vont avoir un sacré choc devant ce film. Ironclaw est un excellent drame biographique, revenant sur la famille Von Erich, la plus célèbre famille du catch américain. Alors soyons d'accord, le sport est ici secondaire, dans le sens où ce n'est pas ce que je vais spécialement retenir de ce film, j'ai trouvé la mise en scène des combats assez répétitive. Par contre, si Ironclaw m'a marqué et m'a accroché, c'est plus pour son rythme allant crescendo, pour ses belles images dans une vibe un peu années 80, et pour son histoire. Il s'agit ici d'une tragédie, d'un film sur la fratrie, sur le rêve obsessionnel d'un père, sur l'emprise paternelle, sur la masculinité toxique aussi, et comment s'en écarter à sauver la vie de Kevin, interprété ici par Zac Efron. Clairement, c'est un film triste, c'est un film touchant, et à ce sujet, la fin du film, avec donc cette scène entre Kevin et ses enfants, fonctionne totalement en termes d'émotion. C'est donc un très bon film, signé à 24, place au suivant. And therefore no need for faith. Alors prime à l'actualité avec Conclave, sorti en salle début décembre en France et réalisé par l'allemand Edward Berger. À la mort du pape, le cardinal Lorenz est chargé de l'organisation du conclave, moment durant lequel les cardinaux se réunissent pour désigner le nouveau souverain pontife. Alors mon avis est encore à chaud certes, mais je dois dire que Conclave est un très bon film, tant sur la forme que sur le fond. Alors sur le fond, nous sommes devant un véritable thriller politique au Vatican. Un jeu de dupes et de tractation, devant lequel l'idéologie s'efface au profit de l'ego des hommes, avec cette notion très intéressante de la corruption du pouvoir. Et sur la forme, Conclave développe une ambiance captivante, jouant sur la composition des plans, sur la lumière et sur les couleurs bien sûr, avec ce rouge qui ressort de manière très marquée. Et puis que dire du casting, qui est assez fabuleux, Ralph Fiennes en tête. Je l'avais déjà adoré il y a 2 ans avec Le Menu, et une fois encore il offre une prestation impeccable, ici tout en justesse et subtilité. Alors peut-être que mon avis bougera avec le temps, je reconnais que le film est un peu mécanique dans ses rebondissements, et qu'il ne va pas au bout de tous ses sujets, mais pour autant il n'a pas volé sa place dans ce top de fin d'année, place maintenant au film suivant. Ai-je encore de l'objectivité devant l'esthétisme du cinéma japonais? À la mort de son mari Daisuke, Rie apprend que cet homme en question n'est pas Daisuke et va donc faire appel à un ami avocat pour démêler le vrai du faux de cette histoire. Nous sommes donc devant un thriller, au rythme assez lent, je suis d'accord, mais parce que ce n'est pas le but du film. On va surtout suivre 3 chronologies mêlées, 3 destins de personnages. D'un côté, la vie du faux Daisuke,
de l'autre celle du vrai Daisuke, et entre les deux, la vie de l'avocat, interprété par le charismatique Satoshi Sumabuki, que j'avais vu dans l'excellent La Famille Asada l'an dernier. Ce qui m'a beaucoup plu, outre la mise en scène, qui est très réussie, c'est la réflexion que le film ouvre grâce à cette enquête, tant sur le masque social que sur les obligations de la vie, ou le fait de devoir vivre avec un passé qu'on n'assume pas toujours. Le twist final a lui fait débat, mais justement pour moi il est cohérent et justifié par rapport aux propos du film. C'est donc une vraie réussite. My name is Leila Hosseini. I am here to win the gold for my family, for my team and for my country. Tatami a réussi à rendre le judo captivant et pour cet exploit, il ne pouvait qu'être dans ce top. Commence à me parler poliment. Non, je ne te respecte pas, donc ça n'a pas... Vas-y mon petit! Tatami suit donc le parcours d'une judokate iranienne lors des championnats du monde, mais il est bien plus qu'un bon film de sport aux scènes fluides et très immersives. C'est avant tout un thriller politique, confrontant le courage d'une femme à un régime autoritaire. Un combat pour l'honneur et la liberté que j'ai trouvé passionnant, et cela pour 3 raisons. En 1, grâce à une très bonne narration, jouant sur la complémentarité entre l'attention sportive et la pression politique, afin de faire monter le suspense dans le film. En 2, grâce au talent de l'actrice principale Ariane Mandy. Et enfin en 3, grâce à l'impeccable imagerie, entre l'esthétisme du noir et blanc et le travail de la mise en scène. Alors certes, la fin du film n'a pas été assez tranchante à mon goût, mais il n'empêche que je suis ressorti de ma séance avec le sentiment d'avoir vu un grand film, et je vous encourage donc à le découvrir aussi. Je continue mon top film avec Une vie, le biopic sur Nicholas Winton, le Schindler britannique. Alors oui, d'un point de vue purement cinéma et technique, le film est assez classique, voire conventionnel dans sa mise en scène ou ses décors d'époque. Pourtant, Une vie est un film qui ne m'a pas laissé insensible du tout et qui ne vous laissera pas insensible non plus car il a une recette simple mais efficace et bien exécutée. Prenez d'abord une incroyable histoire vraie, le sauvetage par Nicholas Winton de centaines d'enfants juifs avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Racontez ensuite à la fois cette histoire, mais aussi ses conséquences 50 ans plus tard, en alternant scènes historiques et moments d'archives. Ensuite, saupoudrez ça avec une musique touchante et de très bons comédiens, Anthony Hopkins en tête évidemment. Résultat, lorsque les lumières se rallumeront, vous trouverez un Lucho en larmes dans son fauteuil. C'est donc sans conteste le film le plus émouvant de l'année, clairement c'est mon cœur qui parle et qui le place aussi haut dans ce top, comme quoi, contrairement à ce que sous-entend Charles 1192, c'est bien la preuve que j'en ai un. La vengeance, c'est de la justice. Si je renonce à me faire justice, je renonce à la seule force qui me tient en vie. À nouveau, un classique d'Alexandre Dumas est adapté au cinéma, et à nouveau, il finit dans mes tops de fin d'année. Alors tout n'est pas parfait, je vais avoir quelques bémols sur les 2 premiers actes, entre un Edmond Dantès plus nigo que Candide à mon goût, et les motivations de ses ennemis qui sont un peu trop vite présentées. Mais clairement là je chipote car Le Comte de Monte Cristo est un film passionnant et je n'ai pas vu les 3 heures passer. Alors ce qui m'a plus marqué, vous l'aurez compris, c'est donc le 3e acte, l'application de la vengeance qui est pour moi brillante, que ça soit dans son ton un peu thriller que dans son rythme. Arrivant à multiplier les moments de rebondissement sans pour autant négliger les moments de pause et le développement des personnages. À ce titre, le casting est vraiment 5 étoiles. Alors Pierre Ninet en vengeur tout en noirceur et sérieux évidemment, mais je me dois de citer aussi les prestations de Julien de Saint-Jean ou encore d'Anna Maria Bartolomei. Intrigue palpitante, narration, casting, je pourrais aussi citer les décors, les costumes, enfin tout ça pour dire que cette adaptation est d'une grande réussite, et vu l'ampleur de la tâche, c'était loin d'être évident. I'm a wild robot. Entre ce film et Flow, il y a eu des propositions originales du côté des films d'animation cette année, et ça fait plaisir. Le robot sauvage raconte l'histoire de Rose, un robot naufragé qui va devoir s'adapter à un nouvel environnement tout en s'occupant d'un oison orphelin. Alors je n'ai pas peur de le dire, mais Le robot sauvage est un des meilleurs films d'animation que je n'ai jamais vu. Déjà, l'histoire est ultra bien ficelée. C'est un récit d'initiation qui alterne avec brio les moments d'émotion, d'action et aussi d'humour grâce à sa ribambelle de personnages hauts en couleur, et le tout en déployant des valeurs universelles. Cette fable est donc belle, et cela dans tous les sens du terme, parce que l'animation c'est de la pure folie.
C'est bien simple, chacun des plans du film est une œuvre d'art, tant pour le style d'animation et ses dessins assez organiques, que pour la composition des plans en question, jouant souvent sur un rapport d'échelle. Bref, c'est une expérience visuelle qui a coupé le souffle, tout simplement. Une expérience auditive, j'en ai pas encore parlé, mais qui est aussi très agréable. Bref, un film poétique, touchant, beau. Vous l'aurez compris, j'ai plutôt bien aimé le robot sauvage. Bravo DreamWorks. Ok, c'est tout. C'est Kélian, il y a une affaire que je comprends pas. Pourquoi t'es là, toi? Alors deuxième film québécois de ce top, et changement d'ambiance complet. Clairement nous ne sommes pas du tout sur un film joyeux, au contraire même. Et alors que les séries et documentaires True Crime pullulent sur Netflix et YouTube, Les Chambres Rouges va justement s'intéresser à cette fascination pour les meurtriers, en suivant deux femmes obsédées par le procès de l'un d'entre eux. Avec ce point de départ assez malsain mais original, le film va interroger cette fascination, mais aussi notre société, que ce soit les médias qui surfent sur le buzz, que les réseaux sociaux complotistes. Surtout, ce qui m'a plu, c'est que le film le fait sans être dans le sensationnel, avec une mise en scène travaillée, dans la retenue, dans le hors-champ, et il distille comme ça une ambiance assez oppressante, et ça passe aussi par le montage et la coordination entre le son et l'image. Clairement, nous avons ici la grosse force du film, qui n'est jamais aussi pesant et intense que lorsqu'il sous-entend l'horreur, mais ne la montre pas directement. Il m'a donc beaucoup marqué pour ça, mais aussi pour son écriture, notamment le travail sur le personnage de Kélian, interprété par Juliette Gariepi, un personnage assez mystérieux qu'on n'arrive pas vraiment à cerner, et ça jusqu'à cette fin qui est assez libre d'interprétation. Et puis surtout, Kélian nous offre la scène la plus dérangeante de l'année. Mot-clé déguisement pour ceux qui ont vu le film. Vraiment, c'est une scène qui fait froid dans le dos, et ça participe au fait que le film reste autant en tête, même plusieurs mois après son visionnage. Bravo donc aux Chambres Rouges et à son réalisateur Pascal Plante. Avant de vous dévoiler mon film préféré de l'année 2024, quelques petites mentions honorables. Je vais vous citer pêle-mêle 10 autres films que j'ai bien appréciés cette année. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Instagram cinéma, @walnoutshine, si vous voulez mon avis sur ces films. Alors pas mal de films français, pour commencer avec tout d'abord l'excellent thriller Les Fantômes et son très gros travail d'immersion sonore, et le non moins bon L'Histoire de Souleymane, porté par la prestation d'Abou Sangaré. Toujours en France et dans des genres différents, je vais avoir Le Fil, film de procès très maîtrisé, La Promesse Verte, un film écolo, parfois maladroit mais prenant, et enfin La Plus Précieuse des Marchandises, un conte d'animation aussi touchant que dur. Traversons maintenant l'Atlantique, et du côté d'Hollywood, j'ai beaucoup aimé The Fall Guy, une comédie d'action avec Ryan Gosling et Emily Blunt, ainsi que Challengers, un triangle amoureux dans l'univers du tennis, avec Zendaya en tête d'affiche. Sur un circuit plus indé, je ne peux que vous conseiller Sweet East, une sorte d'Alice désenchantée au cœur de l'Amérique d'aujourd'hui, ainsi que La Vie rêvée de Miss Fran, un film délicat et contemplatif sur la banalité de l'ordinaire. Enfin, pour conclure cette section, comment passer à côté de la révélation allemande La Salle des Profs, un huis clos scolaire assez marquant qui m'a tenu en haleine de A à Z. C'était donc mes petites recos supplémentaires, et maintenant place au top 1, place au meilleur des meilleurs. We gave them something to hope for. That's not hope! May thy knife chip and shatter. Le Québec est décidément à l'honneur jusqu'au bout dans ce top, avec en première position Dune deuxième partie, réalisée par Denis Villeneuve. Le film suit directement la première partie sortie en 2021, et nous retrouvons donc Paul Atreides qui va s'intégrer au sein du peuple Fremen, tout en planifiant sa vengeance contre ceux qui ont tué sa famille. Bon, ce n'est pas vraiment de surprise de le retrouver top 1, j'avais déjà adoré la première partie, et cette suite conserve toutes les qualités, tout en mettant plus l'accent sur les personnages, et en étant encore plus impressionnant et spectaculaire. Un spectacle qui est visuel, et dès la première scène, j'étais déjà conquis, tant pour la mise en scène que le cadrage en contre-plongée ou l'esthétisme de ces corps noirs se détachant d'un fond orangé. Et cette magie se retrouve dans tous les plans du film, chacun d'eux bénéficiant d'un cadrage parfait, de rapports d'échelle et aussi d'une vraie maîtrise narrative. Cette narration par l'image participe à rendre l'histoire, donc une intrigue politico-religieuse, compréhensible, et c'est ça qu'on attend d'une mise en scène réussie. Bref, ce film est incroyable, est parfait, et cela à tout point de vue parce que j'ai aussi envie de mettre en avant la musique d'Hans Zimmer, le travail dingue réalisé pour le sound design. Have you ever had a dream about your first ride? Ou encore l'acting de Timothée Chalamet. Et je peux comprendre que le résultat final laisse certaines personnes indifférentes. Ce n'est pas mon cas, pour moi c'est un film exceptionnel.
Vivement la suite. Ainsi s'achève mon top film 2024, merci à vous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire votre film préféré de l'année, à liker, à vous abonner si ça vous a plu. Si vous aimez mes avis cinéma, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, @OneWoodShine. En attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et rendez-vous en janvier pour une vidéo sur une sitcom des années 2000. À très vite.